La guerre transforme des hommes ordinaires en héros. Mais tous ne choisissent pas la voie de la bonté et de l'ordre sur leur chemin vers l'héroïsme. Certains hommes préfèrent le chaos, et la rébellion est profondément ancrée dans leur ADN. C'est l'un de ces héros dont le service de guerre est légendaire. Eh bien, je ne suis pas un héros, je suis juste un survivant. Parmi les nombreux soldats ayant servi dans l'armée des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, une équipe d'élite se distingue. Non seulement pour leur impact pendant la guerre, mais aussi pour leur comportement désordonné et leur aura de hors-la-loi. Voici l'histoire des Filthy 13, les soldats secrets que les États-Unis craignaient d'envoyer à la guerre. Il y a des gens qui sont littéralement nés pour le chaos, et James McNee était l'un d'eux, sinon le meilleur à avoir émergé de la Seconde Guerre mondiale. Si vous n'êtes pas très familier avec les histoires des guerres mondiales, il y a de fortes chances que vous ne sachiez pas qui est ce type. Permettez-nous donc de vous guider à travers l'histoire de l'une des figures les plus mystérieuses ayant servi dans l'armée des États-Unis. Bien que son histoire ne soit pas celle d'un soldat héroïque typique, c'est plutôt celle d'un soldat rebelle, non conformiste, qui a gravi les échelons malgré le fait d'être l'un des hommes les plus désobéissants et controversés de l'armée à l'époque. Êtes-vous prêt à être stupéfait? Alors, plongeons dans l'histoire de ce personnage hors du commun. Le 24 mai 1919, la famille d'Eli Hughes et Rebecca McNee a été bénie par la naissance de leur 9e enfant, un charmant garçon qu'ils ont nommé James Albert McNee. Joli nom, n'est-ce pas? Sauf que c'est probablement la seule chose de joli chez cet homme. Comme son surnom l'indique, McNee était aussi nasty, répugnant, que promis. Mais il fut un temps où il était un petit garçon adorable, avec des yeux rêveurs et un sourire mignon. Cependant, il est né pendant la Grande Dépression et ses yeux rêveurs devinrent bientôt méfiants face au stress du travail et au besoin de joindre les deux bouts. Alors que les difficultés économiques frappaient plus durement, la famille déménagea à Ponca City, en Oklahoma, en 1931. Ce fut leur destination finale. En 1939, James McNee avait déjà terminé le lycée, mais il n'a pas rejoint l'armée tout de suite. Non, pas encore. Il a d'abord exploré une carrière dans la construction de routes, mais cela ne semblait pas vraiment lui convenir. Il abandonna donc et alla travailler à l'arsenal de Pine Bluff, un endroit aussi explosif que le caractère de McNee. Là, il mit la main sur quelques explosifs et apprit comment ils fonctionnaient. Cela s'avéra finalement vital pendant son temps dans l'armée. Mais quelque chose de dramatique allait bientôt bouleverser la vie de McNee à jamais. Qui aurait cru à l'époque que ce jeune garçon deviendrait une icône nationale, exceptionnelle dans sa propre catégorie? Comme un voleur dans la nuit, la Seconde Guerre mondiale éclata, et tout le monde s'enrôlait. Le moral était au beau fixe, et chaque jeune homme voulait être un soldat américain héroïque, ou du moins la plupart d'entre eux. On aurait pu s'attendre à ce que McNee se jette immédiatement dans les bras de l'armée, où il aurait pu exprimer pleinement ses capacités exceptionnelles. Mais non, étant donné qu'à ce moment-là, McNee travaillait avec les pompiers, il n'était pas forcé de s'enrôler. Cependant, on ne peut pas tenir un homme comme McNee loin des ennuis trop longtemps. Il était comme un aimant à problème. Il le savait et il en profitait bien. Il s'était même forgé une réputation de fauteur de troubles notoire. Ce fut l'une de ses frasques qui finit par lui attirer des ennuis avec la loi. Son voyage vers l'armée commença après une bagarre dans un bar. Pour échapper à la police et éviter la prison, McNee décida de rejoindre l'armée. Sa connaissance des explosifs, combinée à ses compétences en démolition acquises en tant que pompier, s'avéra finalement déterminante dans son succès fulgurant dans l'armée. Ainsi, en septembre 1942, McNee se retrouva face à un sergent sceptique dans le camp d'entraînement de Toccoa. Dès le premier jour, il était évident que ce type était différent. Il y avait quelque chose en lui qui le distinguait. Au fil de l'entraînement, McNee commença à attirer l'attention de ses supérieurs, à la fois positivement et négativement. D'un côté, il était un très bon soldat et excellait dans tous les aspects de l'entraînement. Il n'avait pas peur d'affronter n'importe quelle tâche qui se présentait à lui et il trouvait toujours un moyen d'impressionner tout le monde. Mais d'un autre côté,
Il avait une personnalité si explosive qu'il était difficile de comprendre comment quelqu'un d'aussi mauvais pouvait être aussi bon. Dès sa première semaine, il était évident qu'il était source de problèmes. Après avoir vu une assiette de beurre être mangée avant d'arriver à sa table, il se leva et décida de se plaindre au sergent de cuisine. Mais ce n'était pas une plainte digne. Au lieu de cela, les deux hommes échangèrent des mots hostiles, ce qui conduisit McNee à se jeter sur l'homme. Heureusement, ses amis le retinrent avant qu'il ne puisse abîmer le visage du sergent. Mais fidèle à lui-même, McNee partit à la recherche de l'homme 2 jours plus tard, le trouva seul et le battit à plate couture. Pour la première de nombreuses fois, McNee se retrouva dans un endroit qu'il appellerait plus tard « maison », la prison militaire. Mais il y avait encore plus de problèmes en gestation chez ce jeune homme. Par exemple, au départ, McNee était toujours absent lors de la retraite. Lorsqu'il était confronté par son supérieur, McNee répondait avec sarcasme et invoquait sa religion adoptée des Indiens Chaka comme excuse pour ne pas saluer le drapeau. Il donnait une leçon à son sergent sur la liberté religieuse avant de le laisser pour aller se plaindre à la chaîne de commandement suivante. Étonnamment, après un débat houleux entre McNee et le commandant de la compagnie, le capitaine lui donna l'ordre direct de ne plus jamais manquer la retraite. À la stupéfaction de tous, il ne manqua plus jamais la retraite. Quel jeune homme étrange, n'est-ce pas? Comme le dit le proverbe, les ennuis aiment la compagnie. Un homme comme McNee ne pouvait certainement pas être un loup solitaire. Il avait de nombreux fans qui aimaient ses frasques sauvages et voulaient s'associer à lui. Les conditions de leur base étaient déplorables, mais ces gars ne se souciaient pas vraiment des apparences. Cela était évident dans le fait qu'ils choisissaient de conserver l'eau pour cuisiner et boire, et pouvaient passer des jours sans se doucher. Cela leur valut le surnom des « Dirty Five ». Ce qui commença comme une moquerie devint finalement un emblème iconique. Mais ces gars n'étaient pas seulement célèbres pour leur mode de vie peu hygiénique. Ce qui les rendit bien connus, c'était leurs habitudes notoires hors de la base. Ces gars se saoulaient et se battaient avec quiconque était prêt à les affronter. Lors de l'une de ces occasions, McNee et ses amis se retrouvèrent dans une bagarre avec 2 officiers de la police militaire. Alors que les MP tentaient d'abattre leur matraque sur l'un des amis de McNee, il s'impliqua dans la bagarre. Il saisit l'une des matraques et battit les 2 officiers à plate couture. Il procéda ensuite à les désarmer et vida leurs armes sur les lampadaires. Comme vous l'aurez deviné, cet événement le renvoya en prison militaire. Il fut le seul de son groupe à ne pas être promu au rang de soldat de première classe. Les légendes se créent, elles ne naissent pas. Les parachutistes des États-Unis sont un groupe de soldats hétéroclites qui étaient largués dans les zones de conflit, suspendus à leurs parachutes, tandis que les tirs ennemis les entouraient. Ils risquaient leur vie pour soutenir les troupes au sol ou en cas d'invasion imminente. Où pourrait-on s'attendre à trouver un homme explosif comme McNee, sinon dans cette équipe d'élite d'hommes héroïques? Bien que, quand on regarde sa personnalité, il est difficile de comprendre pourquoi ses supérieurs ont ignoré ses défauts et l'ont honoré des ailes de parachutiste. Mais est-ce vraiment si difficile à comprendre? Après tout, c'était un soldat hors du commun. Même s'il avait du mal à suivre les règles, il était bon sur le terrain et finit par prouver qu'il était un atout inestimable. Ainsi, Jake McNee devint membre du 506e régiment d'infanterie parachutiste de la 101e division aéroportée. Les choses semblaient bien aller. Enfin, il pouvait affronter l'armée d'Hitler, qui le haïssait avec beaucoup de passion. En préparation de leur opération, McNee et son équipage arrivèrent en Grande-Bretagne le 15 septembre 1943. Le 506e régiment d'infanterie parachutiste commença à installer des cantonnements dans diverses parties du sud de l'Angleterre. Là, ils commencèrent immédiatement l'entraînement, et tout était aussi physique que possible. Mais McNee et ses 12 autres amis avaient d'autres plans. Ils se saoulaient tellement la nuit qu'ils étaient encore ivres lorsqu'ils se présentaient à l'entraînement le matin. Même si le régiment considérait la discipline comme une priorité majeure, McNee trouvait toujours un moyen de perturber le système. Il était un rebelle à tous les égards. Encore une fois, il se retrouva en prison militaire à de nombreuses reprises. Ce type et ses amis étaient si rebelles qu'ils ne saluaient même pas leurs officiers supérieurs. Imaginez l'audace. Mais ils étaient trop précieux pour être renvoyés,
alors les officiers les toléraient. Ces gars ne se souciaient pas de leur apparence et apparaissaient toujours mal rasés et sales, couverts de la poussière noire qui les suivait depuis leur quartier. Vous ne devriez donc pas être surpris de savoir comment ils ont obtenu le surnom des Filthy Trays. Pendant de nombreuses années, l'histoire de cette équipe de marginaux et de rejetés a inspiré beaucoup de monde. Ils se sont levés pendant la guerre et se sont fait un nom. Leur impact restera à jamais gravé comme déterminant dans l'évolution ultérieure de la guerre. Ils ont risqué leur vie à chaque saut, incertains de savoir s'ils reviendraient vivants. Avec de la détermination dans les yeux, leur coiffure mohawk distinctive et des rayures sur le visage, ils donnaient des frissons aux ennemis. Ils ont conduit les États-Unis et leurs alliés du côté gagnant de la guerre. Laissez un commentaire pour rendre hommage à ces vétérans. Maintenant que cela est fait, revenons à la vidéo. Il y a des opérations qui transforment de simples soldats en icônes. Pour les Filthy Trays, l'invasion de la Normandie et de la France, occupée par les nazis, fut leur jackpot. Les hommes attendaient l'invasion avec beaucoup d'enthousiasme. Le moral était très haut et tout le monde était de bonne humeur. McNee fut nommé à la tête du groupe de démolition des Filthy Trays. Ils furent chargés d'atterrir derrière les lignes ennemies avant le jour de l'invasion, de tenir un pont ou de le faire sauter s'il tombait entre les mains des ennemis. Une mission simple, non ? Sauf que la plupart d'entre eux n'atteindraient même pas le sol. Alors que McNee se préparait à monter dans les avions de guerre qui les transporteraient vers leur destination, il arbora un look étrange. Utilisant le rasoir qui faisait partie de sa trousse de premier secours, McNee se rasa les cheveux en style mohawk et peignit son visage avec un mélange de peinture blanche utilisé pour faire des rayures sur les avions. Cela permettait de les distinguer des avions ennemis, ainsi que de la peinture noire que le reste de l'équipage utilisait pour le camouflage. Quand le reste des Filthy Trays vit cela, ils furent très perplexes et demandèrent à leur leader rebelle pourquoi il avait choisi ce look. En réponse, Jake McNee leur dit que son choix de camouflage était un hommage à ses origines. Sa mère était une indienne Shaka, et selon leur culture, les guerriers se rasaient à la tête en style mohawk lorsqu'ils partaient en guerre et réclamaient les scalps de leurs ennemis comme trophée de guerre. Ses camarades crurent l'histoire sans se poser de questions. Mais ce n'était pas la seule raison pour laquelle McNee décida de coiffer ses cheveux ainsi. Comme il le révéla plus tard, McNee affirma que son choix de coiffure était dû à une épidémie de poux en France, ce qui le poussait à garder le moins de cheveux possible sur la tête. Mais ce look iconique devint légendaire aux États-Unis. Les images de McNee peignant le visage de ses camarades alors qu'ils se préparaient pour un voyage dont la plupart ne reviendraient jamais devinrent une description parfaite du soldat américain robuste. C'était une nuit calme alors que l'avion transportant McNee et le reste des Filthy Trays glissait dans le ciel nocturne en direction de la Normandie. Mais comme McNee et ses hommes le savaient, ce n'était que le calme avant la tempête. Son groupe fut le dernier à atteindre la Normandie. Et lorsqu'ils arrivèrent, les choses ne se passaient pas comme prévu. C'était la guerre dans les cieux. Les tirs anti-aériens remplissèrent le ciel. Les avions perdèrent de l'altitude à gauche, à droite et au centre. C'était le chaos partout où l'on regardait. Mais McNee encouragea ses hommes. Il leur ordonna de rester forts et de se préparer à sauter, même si c'était un peu prématuré. Cela fut encore plus aggravé lorsqu'un éclat d'obus toucha leur appareil, manquant McNee de quelques centimètres. Bien que sa vie ait été épargnée, des problèmes se profilaient à l'horizon. L'éclat avait touché le parachute de réserve de l'un des hommes de McNee. Heureusement, ils purent tous sauter et déployer leur parachute avant que l'avion n'explose en flammes. Bien qu'ils aient tous sauté, tous n'atteignirent pas le sol et certains de ceux qui touchèrent le sol furent tués dès leur arrivée. La mission semblait être un désastre complet. Mais cela était attendu. McNee lui-même avait fantasmé sur ce moment où il atterrirait et deviendrait un loup solitaire, libre de tout commandant supérieur. Peut-être pourrait-il même affronter un ou deux soldats nazis au corps à corps. Il était assez confiant qu'il serait le dernier homme debout. Seul, McNee marcha dans la nuit, méfiant des soldats ennemis, avant de finalement rejoindre quelques autres soldats d'un autre groupe qui avaient également perdu le reste de leur équipage. Il devint instantanément leur chef temporaire. Il continua, ramassant tout soldat égaré qu'il trouvait alors qu'ils se dirigeaient vers leur destination.
Leur tâche était de sécuriser les ponts près de 40 ans en préparation du jour J. La plupart de ses camarades étaient présumés morts, mais ce n'était pas le moment de pleurer. C'était le moment de marcher. Et ils avancèrent. Les hommes firent sauter quelques ponts et autres infrastructures sur leur chemin. Finalement, ils atteignirent le pont, qu'ils défendirent au péril de leur vie. Malheureusement, tous leurs efforts furent vains après que le pont fut bombardé par les autorités du gouvernement américain. Ils avaient donc cru que la mission était un échec et que tout le monde sur place était mort. Ils décidèrent donc de bombarder le pont par une attaque aérienne à la place. Par chance pour McNee et ses hommes, ils étaient correctement positionnés et ils survécurent à l'assaut. Mais McNee n'était pas le seul membre des Filthy 13 à avoir survécu. De l'autre côté, un autre membre des Filthy 13 avait survécu au saut et voyageait également seul, à la recherche de visages amicaux. Son histoire mérite également d'être mentionnée. Il s'appelait Jack Wommer. Alors que l'opération Overlord progressait, Wommer se retrouva également seul derrière les lignes ennemies. Les choses ne semblaient pas très bonnes, mais il s'en sortit vivant. Il sauva même la vie de nombreux autres soldats. Sa formation de commando joua un rôle énorme dans sa survie. Il participa également plus tard à la bataille pour la Hollande ou Opération Market Garden, ainsi qu'à la bataille des Ardennes, dont il sortit vivant. Après que Jake McNee fut promu de chef des Filthy Trees, Wommer assuma cette position. De plus, Wommer faisait également partie de cette équipe d'élite de soldats qui avança sur la maison d'Hitler à Berchtesgaden, en Allemagne. Tout cela fut accompli avec ses camarades des Filthy 13. Au moment de sa mort, le 28 décembre 2013, à l'âge respectable de 93 ans, il était le seul membre encore en vie des Filthy 13. Après le succès de l'invasion du jour J, McNee et son équipe de démolition furent à nouveau appelés pour une autre mission, baptisée Opération Market Garden. Ce fut le début de la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'opération débuta le 17 septembre 1944 et se termina le 25 septembre. Menée par l'armée des États-Unis en collaboration avec les forces alliées, la mission visait à envahir les Pays-Bas occupés par les nazis. Les historiens considèrent cette opération comme la plus grande opération aéroportée de la guerre. La mission était à double tranchant. Market, la première partie, était l'assaut aéroporté par les parachutistes de la 101e et 82e division des armées britanniques et américaines. C'est là que McNee et ses hommes entrèrent en jeu. Leur rôle était de parachuter dans les territoires ennemis afin d'établir une route d'invasion pour faciliter les mouvements des Alliés depuis la frontière belge jusqu'à Nijmegen, en Hollande, via Eindhoven. Bien que beaucoup considèrent l'opération Market Garden comme un échec massif et souvent comme l'un des principaux revers des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, elle fut en réalité assez réussie. Cela fut grâce aux efforts courageux des Filthy 13 de McNee. Ils firent sauter des ponts, sécurisèrent des voies navigables, détruisirent encore plus de ponts et en capturèrent certains. Ils jouèrent également un rôle déterminant dans la capture de la ville d'Eindhoven. Pas encore impressionné, vous devriez savoir que cette équipe hétéroclite accomplit une tâche prévue pour 6 jours en 36 heures. Quelle prouesse! Bien que tout au long de la mission, les Filthy 13 se forgèrent une réputation pour leurs ennuis, leur performance incroyable compensa leur personnalité explosive. Par exemple, après que la 101e division aéroportée eut dégagé une autoroute menant d'Eindhoven à Wegel pendant l'opération, le poste de commandement du 506e régiment d'infanterie parachutiste laissa McNee et son équipe hétéroclite des Filthy 13 garder 3 ponts critiques situés sur le canal d'Eindhoven. C'était un témoignage de la compréhension mutuelle qui existait entre camarades pendant la guerre et une preuve du niveau d'excellence avec lequel les Filthy 13 travaillaient sur le champ de bataille. Aimez-les ou détestez-les, vous ne pouvez nier qu'ils étaient les meilleurs. Et ils le savaient. À quel point faut-il être turbulent pour que vos supérieurs souhaitent collectivement votre départ? Peut-être aussi notoire que Jake McNee. En décembre 1944, ses supérieurs décidèrent qu'ils en avaient assez de ses ennuis et lui offrirent une chance de rejoindre le service des Pathfinders. Cela peut sembler une promotion, mais ce n'en était vraiment pas une. Le service des Pathfinders consistait en un groupe de soldats qui étaient
les premiers à être largués dans les zones de conflit. Tout le monde savait que c'était une mission suicide, c'est pourquoi s'enrôler dans cette force d'élite se faisait sur base volontaire. À quel point cette mission était-elle dangereuse ? Eh bien, si dangereuse que seulement 80% des parachutistes atteignaient le sol. Une équipe de Pathfinder consistait en un groupe de 10 hommes, ce qui signifie que seulement 2 d'entre eux étaient censés survivre et accomplir la mission. Comprenez-vous maintenant l'ampleur du danger associé à cette équipe ? Il était évident qu'il voulait ainsi vraiment se débarrasser de lui. Mais vous connaissez Makni, il ne recule jamais devant un défi. Après avoir réfléchi un peu, Makni décida de se porter volontaire pour la mission dangereuse. Dès que ses hommes le virent préparer ses affaires pour partir au camp d'entraînement des Pathfinders, ils furent tous si touchés et inspirés qu'ils commencèrent immédiatement à faire leurs valises. Ils ne pouvaient pas supporter de voir leur leader risquer sa vie seul. Cela témoignait de l'impact positif qu'il avait sur ses hommes. Tous les volontaires Pathfinders furent rapidement transférés au commandement des Pathfinders de la 9e troupe de transport à Chalgrove, en Angleterre. Dès leur arrivée au camp, Makni commença à briller comme l'étoile qu'il était. Le commandant de la compagnie, le capitaine Frank Brown, le nomma immédiatement sergent-chef par intérim. Cela était également dû au fait que Makni avait été au combat depuis la mission de Normandie. Brown était confiant que Makni serait capable de préparer les hommes pour toute future mission de Pathfinder. Mais rien n'aurait pu préparer Makni ou le reste des Filthy 13 à ce qui allait se passer ensuite. Si vous vous demandez pourquoi Makni a décidé d'opter pour une mission qui équivalait clairement à un suicide, rappelez-vous que nous parlons d'un homme très intelligent. Évidemment, il ne prendrait pas une telle décision sans avoir une arrière-pensée. Et bien sûr, il en avait une. En réalité, Jack McNasty Makni croyait qu'au moment où sa formation de Pathfinder serait terminée, la guerre serait finie. Cela signifiait qu'il n'aurait pas à risquer sa vie dans un autre saut. Ce qu'il ignorait, c'est que lui et ses hommes allaient recevoir le choc le plus rude de leur vie. Le 23 décembre 1944, le lieutenant Shrable Williams approcha Makni et lui demanda de préparer son équipe pour un saut de combat cet après-midi-là. Surprise, surprise! Il semble que M. McNasty ait eu une dernière danse avec la mort avant de pouvoir enfin prendre sa retraite. Selon Williams, la 101e était coupée à Bastogne et incapable de se réapprovisionner en articles essentiels comme les médicaments, la nourriture et les munitions. À ce stade, vous vous demandez probablement pourquoi chaque supérieur sous lequel Makni a travaillé le jugeait digne de poste de direction malgré son caractère manifestement imparfait. Il se retrouvait toujours à la tête de chaque équipe dans laquelle il se trouvait. Il devait sûrement faire quelque chose de bien. En réalité, Makni fut choisi comme sergent-chef par intérim parce qu'il avait prouvé qu'il était tactiquement et techniquement compétent depuis le débarquement de Normandie. Ses compétences de leadership furent également démontrées lorsqu'il réussit à assembler une équipe de Pathfinders compétents en seulement 10 jours après son arrivée à Chalgrove, en Angleterre. Alors que Makni et son équipe arrivaient sur le tarmac juste quelques minutes avant le décollage, le commandant de vol sortit une carte et leur montra où se trouvait Bastogne. Puis il fit une déclaration de mission puissante qui ressemblait à ceci. « Voilà Bastogne. Votre division est coupée et complètement encerclée. Du moins, c'était le cas la dernière fois que nous avons eu de leurs nouvelles. Nous n'avons pas eu de nouvelles d'eux depuis 2 jours. Sont-ils encore là ou pas? Je ne sais pas. Toutes les indications suggèrent qu'ils y sont encore. Vous allez sauter là-bas pour une mission de réapprovisionnement. Ils n'ont plus de munitions, de médicaments ni de nourriture. Il ne leur reste qu'une poignée d'hommes. Nous devons maintenir et contrôler Bastogne pour empêcher le Blitzkrieg de réussir. » Mais ces gars ne savaient pas vraiment où ils allaient. Makni et ses hommes robustes avaient si peu de compréhension de leur environnement opérationnel. Mais ils firent ce qu'ils avaient toujours fait depuis le début de la guerre. Ils partirent en guerre avec un moral élevé et un niveau de confiance plus haut que la Tour Eiffel. Parce que Makni comprenait la gravité de la situation, il recommanda que 2 équipes de Pathfinder soient envoyées pour la mission. C'était parce que si un avion était abattu, l'autre pourrait continuer à atteindre ses objectifs. Ainsi, Makni dirigea 2 équipes de Pathfinder de 20 hommes vers Bastogne, vers un avenir incertain et une probabilité de mort plus certaine. C'est là que ce soldat iconique montra à quel point il était vraiment impressionnant et cimenta son héritage pour la vie.
Nous vous avons dit plus tôt que s'engager dans une mission de Pathfinders offrait seulement 20% de chances de survie. Ainsi, seulement 4 de ces 20 hommes étaient censés survivre et terminer la mission. Mais McNee et ses hommes pulvérisèrent complètement ces probabilités de survie. À la fin de la journée, un seul soldat fut perdu et 19 des 20 survivent. Bien que McNee et son équipe n'ayant pas été fournis avec des photographies aériennes de Bastogne ou des positions ennemies potentielles, il fut également privé de communication radio avec le commandant sur le terrain. Malgré ses préoccupations, McNee réussit à naviguer avec soin en tant que leader véritablement exceptionnel qu'il était, et il préserva la vie de ses hommes. Grâce à ses efforts et à ceux de ses hommes, le corps aérien put larguer plus de 600 chargements d'avions de munitions, de nourriture, d'essence et de fournitures médicales indispensables à Bastogne. Pas étonnant que ce soldat soit devenu un symbole de la fierté et de la détermination américaine. Après la guerre, McNee devint observateur avec la 17e division aéroportée pendant l'opération Varsity. Il est incroyable qu'il ait pu survivre à autant de sauts. En 2012, Jake McNee reçut la Légion d'honneur française, classe chevalier. Le soldat James Elbert Jake McNee mourut le 21 janvier 2013 à l'âge respectable de 93 ans. Les autres membres de cette équipe hétéroclite connue sous le nom des Filthy 13 méritent une mention. Ils incluent, sans ordre particulier, Jack Agnew, George Barran, Roland Frenchy, R. Barabo, Robert S. Cohn, Charles Darnell, John Dewey, Charles Gian, James F. Green, John Hale, James E. Leach, Louis Lipp, Thomas Lohnen, Max Maffei, Miguel Marquez, Lieutenant Charmelon, Frank Millen, John H. Moore, Joseph Alowitz, Frank Pallas, Herb Pierce, Charles Plow, George Rika, Andrew Rasmussen, Brinley Stroop, Clarence Ware, Tom Young, William Code et Jack Okai Womer. Cette liste inclut à la fois l'équipage original de Normandie et les nouveaux membres de l'opération Overlord et de leurs autres opérations. Cette équipe d'élite de soldats a été idolâtrée dans la culture populaire. Ils ont même un film réalisé, vaguement basé sur leurs histoires, bien qu'ils aient été grossièrement déformés par les représentations hollywoodiennes. Bien qu'ils fussent très différents des équipages ordinaires de soldats, les Filthy 13 ont cimenté leur héritage pendant la Seconde Guerre mondiale. Leurs noms ont été gravés à jamais dans les sables du temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt dans la prochaine.